J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à Mme Bérengère Poletti. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, la vieillesse bien comprise est l'âge de l'espérance. C'est cette citation de Victor Hugo qui doit guider notre examen aujourd'hui en deuxième lecture. Bien comprendre la vieillesse, c'est s'adapter à l'évolution de notre société, c'est valoriser le troisième âge, c'est appréhender la pluralité de ses acteurs, c'est réformer nos politiques publiques et les accorder avec les changements démographiques. Le sujet consiste aujourd'hui, pour nous, législateurs, à trouver la meilleure manière d'aider nos concitoyens à préparer et à vivre leur vieillesse. Il consiste également à trouver l'équilibre le plus juste entre ce qui relève de la prévoyance individuelle et ce qui relève ou peut relever en l'état actuel de nos finances publiques, et sans reporter l'effort sur nos enfants et petits-enfants, de la solidarité nationale. C'est une exigence éthique. L'accompagnement du vieillissement de notre population doit être au cœur de nos préoccupations, au centre de nos politiques publiques. Les chiffres sont éloquents. Selon l'INSEE, en France, la part des plus de 80 ans représente 8,5 millions de personnes en 2060, soit plus de 12% du total de la population, contre 5% aujourd'hui. Quant aux plus de 90 ans, qui sont environ 500 000 à l'heure actuelle, ils devraient être à peu près de 3,5 millions en 2050. Il apparaît évident que si aucune mesure d'envergure n'est prise pour nous préparer au sujet du vieillissement, cette transformation démographique pourrait s'accompagner d'importants risques économiques et sociaux, comme la forte augmentation des dépenses sociales, de possibles conflits générationnels et une augmentation de la pauvreté chez les plus âgés. Mais de l'autre côté, la maîtrise des conséquences du vieillissement est à notre portée, à condition de modifier nos modes de vie, d'habitat, de conditions d'emploi et de santé. C'est finalement une réforme culturelle. Aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer, malheureusement, le grand soir du vieillissement n'est pas dans ce projet de loi. En effet, dans la première mouture du texte qui nous a été présenté, nous nous sommes retrouvés face à un texte très technique, avec 66 articles et un rapport annexé très bavard d'une 60aine de pages. Des évolutions positives ont été proposées, que nous avons soulignées et appuyées. Je pense notamment à l'augmentation de l'APA sur le domicile, la diminution des restes à charge, le financement d'un volet prévention ou encore l'aide au répit pour les aidants. Ces dispositions font d'ailleurs globalement consensus. Cependant, ce texte fait une énorme impasse sur des sujets pourtant clés qui méritent une amélioration. Nos principales critiques portent sur ce qui n'est pas dans le texte. Il a en effet le défaut de ne pas aborder financièrement la problématique du vieillissement dans sa globalité. Ce projet de loi n'apporte aucune réponse au problème pourtant majeur du reste à charge supporté par les familles pour leurs proches accueillis en établissement. Confronté à cet oubli, le gouvernement nous a répondu que cet enjeu serait traité dans un hypothétique futur texte. Nous avons toujours du mal à y croire et aucune garantie dans ce sens n'a été apportée. Madame la ministre, vous nous dites que les contraintes budgétaires interdisent au gouvernement d'être ambitieux, mais votre majorité a pourtant augmenté des dépenses dans d'autres politiques publiques. Nous ne sommes pas naïfs compte tenu des délais d'examen des textes au Parlement et du délai d'examen de ce texte plus particulièrement. Légiférer à nouveau sur ce sujet n'est pas possible avant la prochaine échéance présidentielle. Au passage, d'ailleurs, l'application de votre projet de loi, promise dès le 1er janvier 2016, va être aussi difficile à gérer, Madame la ministre, et cela malgré votre implication qui est totale, je ne le nie pas. Deuxièmement, le financement global et cohérent de la prise en charge de la dépendance, pourtant capitale, est absent du texte, alors même que la charge supportée par les départements va s'accroître. Rappelons en effet que le montant total de l'effort public consacré à la dépendance était estimé à près de 22 milliards d'euros en 2010, soit 1,1% du PIB. Principalement abondé par les organismes de sécurité sociale, les départements et par l'État, ce coût pourrait passer, suivant une estimation, à 30 milliards d'euros à l'horizon 2025, soit une hausse de près de 40% à venir sur 10 ans. Dans le détail, les départements sont très contraints budgétairement et sont les principaux contributeurs de l'APA. Celle-ci a ainsi coûté
plus de 5 milliards d'euros en 2012 pour 1,3 million de bénéficiaires et devrait passer, selon l'Insee, à 12,4 milliards en 2025, puis 20,6 milliards en 2040. Dans ce projet de loi, le Gouvernement estime à 453 millions d'euros le coût des mesures nouvelles du texte liées à l'APA, mesures qu'il entend compenser par une partie des recettes de la CASA, les restes devant financer les mesures sur le volet prévention et formation des aidants. Je rappelle au passage que votre gouvernement détourne, depuis le début de son existence, les produits de la CASA sur d'autres politiques que celle du vieillissement. Ce raisonnement élude totalement la question centrale du financement futur de l'existant, dont le coût est d'ailleurs mécaniquement appelé à s'accroître dans les années à venir. En effet, sans même augmenter les droits des personnes, le financement de la dépendance, notamment de l'aide à domicile, est très fragile et nécessitera de notre part la création de nouveaux leviers financiers pour faire face à l'augmentation de la population. D'autant plus que ce texte augmente les droits des plus dépendants, classés en GIR 1 et en GIR 2, pour un montant de 375 millions d'euros annuels, et crée un soutien aux aidants par la création d'un droit au répit. Pour tout cela, le financement que vous proposez se révélera malheureusement très vite insuffisant. Nous sommes face à une partie technique et les chiffres illustrent bien des prévisions de financement qui ne tiennent pas la route sur le moyen et le long terme. Ainsi, ce projet de loi ne nous apparaissait pas dangereux, mais plutôt sans ambition, sans réelle vision ni perspective. Mais nous avons assisté à un véritable revirement en deuxième lecture. Alors qu'il était insuffisant mais inoffensif, le projet de loi est soudainement devenu dangereux. C'est en effet le cas avec l'article 32 bis, qui vise à créer un régime unique d'autorisation pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes fragiles. Cet article, absent dans la version initiale du texte, introduit par le Sénat à condition d'une expérimentation, impose soudainement la suppression du régime de l'agrément qui dépend des services de l'État au bénéfice du régime de l'autorisation donné par les départements. Si l'existence de ce double régime n'est pas aujourd'hui satisfaisant, et nous nous accordons sur ce point, la nouvelle rédaction de l'article pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Certes, Madame la Ministre, l'exercice est extrêmement difficile et je sais que vous avez le souci d'entendre les partenaires du secteur, y compris les départements. Mais cette refonte forcée de tous les services vers le régime d'autorisation se fait en effet au détriment d'une part importante d'acteurs du secteur, les entreprises privées et les particuliers employeurs. Au milieu de la précipitation qui entoure cette mesure telle qu'elle existe actuellement, on se rend aisément compte que les modalités d'octroi de la nouvelle autorisation vont fortement handicaper les services anciennement agréés et donc pénaliser tout un secteur pourtant générateur de nombreux emplois non délocalisables. Le système proposé va laisser aux 102 conseils départementaux de multiples possibilités d'appréciation. Le recours ou non au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, CPOM, les critères d'autorisation, les critères d'habilitation. Chaque conseil départemental développera ses propres règles et pratiques, complexifiant les démarches des structures. Dans le même prolongement, l'article 32 bis augmente le délai de réponse pour les conseils départementaux à 6 mois à la place des 3 mois des directs. Madame la ministre, ce délai est évidemment incompatible avec les contraintes d'accompagnement financier, mais aussi avec les exigences économiques et obligations sociales. L'ADF soutient à mes côtés un amendement réduisant ce délai à 3 mois et disposant que l'absence de réponse vaut acceptation. Même si des aménagements sont prévus, la mesure est ainsi en elle-même nocive, sauf à être expérimentée au préalable. Les services anciennement agréés basculeront automatiquement pendant une période transitoire de 7 ans dans le nouveau régime d'autorisation, mais uniquement dans le même volume horaire effectué durant les 3 dernières années. Pour reformuler, cette loi interdit donc aux services d'augmenter leur volume d'heures, mais je sais, Madame la Ministre, que vous avez eu l'écoute de leurs doléances sur ce problème. À compter de 2022, il ne sera plus possible pour des porteurs de projets de déposer des demandes d'autorisation auprès des conseils départementaux hors procédure d'appel à projet. Cela se fera immanquablement au détriment d'initiatives dynamiques susceptibles de porter de l'innovation. Rappelons que le secteur en question regroupe 150 000 emplois et 3 225 entreprises, le tout en à peine un peu plus de 10 ans d'existence. C'est le secteur porteur du plus fort potentiel de création d'emplois et il ne faut pas le fragiliser.
et je crois savoir que le Président de la République a pour ambition d'inverser la courbe du chômage. Madame la ministre, vous avez bien pris soin en première lecture, et vous aviez raison, de ne pas toucher, dans un contexte économique fragile, au dispositif autorisation-agrément. Les sénateurs se sont aventurés vers une modification, mais par le biais d'une expérimentation. Vous avez transformé l'essai sénatorial en voulant régler définitivement la question d'une manière un peu précipitée, alors que le sujet est doublement sensible, tant par l'accompagnement des publics fragiles que par l'attention particulière que nous devons porter collectivement à l'emploi. Le surcoût d'une telle mesure pour les départements responsables du dispositif n'est pas non plus pris en compte. La mesure est forcément inflationniste, ne serait-ce que par une ingénierie beaucoup plus importante dans les services des départements, tant par l'examen des dossiers pour l'entrée dans l'autorisation que par la mise en place des CEPOM. Enfin, vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous souhaitiez anticiper une éventuelle décision de la justice européenne ayant été saisie pour juger des discriminations qui existent dans certains départements entre les différents acteurs, et vous avez raison. En effet, actuellement en cours d'instruction, ces plaintes visent au non-respect, dans certains départements, des principes garantis par la directive Services de 2006, et notamment la liberté d'établissement et de libre prestation de services, alors même que les services d'aide à domicile entrent dans le champ de cette directive. Vous faites, je pense, actuellement le contraire, par la rédaction de l'article 32 tel qu'il nous arrive et avant l'étude des amendements, et dans le texte qui nous est soumis, et ça ne va pas régler ces problèmes, mais je pense les augmenter. Là où existent ces discriminations, les dérives contre les entreprises agréées vont à l'évidence être renforcées par cette autorisation revisitée. Sur ce sujet, nous attendons également vos explications relatives au cahier des charges retenu pour l'application d'une telle refonte de régime. Aucune garantie n'est donnée à ce jour concernant la participation des représentants des entreprises à la préparation de ce document. Vous nous demandez donc de nous prononcer sur un texte où des zones d'ombre importantes demeurent, mais le texte et les discussions que nous allons avoir ensemble, j'espère, éclairera cette partie. L'article 32 bis prend ainsi de court les professionnels du vieillissement ainsi que les départements. Mais d'autres questions restent également en suspens. Le texte réaffirme, par exemple, la liberté de choix laissée à la personne âgée de son projet de vie, mais il n'en tire pas les conséquences. Rien n'est en effet prévu pour assurer le libre choix de l'emploi direct à domicile entre particuliers. La reconnaissance de ce secteur doit pourtant être affirmée comme un mode d'intervention à part entière dans la politique publique du vieillissement. Aujourd'hui, en l'absence d'énoncés clairs affirmant ce secteur, il est très compliqué de demeurer particulier employeur lorsque l'on devient éligible aux prestations sociales, en particulier à l'APA. Pourtant, en 2010, 1 million de relations d'emploi ont impliqué un particulier employeur âgé de 60 ans ou plus et un salarié emploi direct. Ce secteur d'avenir qui se structure avec beaucoup d'efforts depuis plus de 15 ans ne doit pas être oublié du projet de loi. Comme je vous l'ai dit, j'imaginais plutôt un nouveau dispositif laissant une très grande liberté de choix, d'offres et d'organisation concernant le GIR 4, qui représente tout de même plus de 50% de l'APA sur l'aide à domicile. En revanche, un cadrage doublé d'un contrôle beaucoup plus serré à partir du GIR 3, puisqu'il commence à concerner des personnes particulièrement fragiles. Aujourd'hui, Madame la Ministre, nous attendons toujours une réponse globale, concrète, pragmatique aux défis de l'âge. Ainsi, le rapport annexé affiche une ambition importante en proposant, par exemple, d'envisager d'encadrer le recours à l'assurance privée et de favoriser des contrats plus protecteurs. À ce jour, rien n'a été mis en place. Entre contraintes économiques et exigences sociales, la voie est étroite pour trouver une bonne solution, alors que les départements sont déjà soumis à une réduction de leur dotation budgétaire et surtout à une compensation très dégradée de leurs dépenses sociales. La révolution de l'âge n'est pas malheureusement dans ce texte de loi. Nous attendions donc une proposition solide, car tellement annoncée. C'est pourquoi nous appelons au rejet de ce texte. Je vous remercie. Merci Madame Poletti. En réponse à cette intervention, Madame la Ministre. Mesdames et messieurs les députés qui avaient
signer et présenter cette motion de rejet. Si je comprends bien le sens que vous y mettez, vous souhaiteriez qu'en fin de compte, nous ne légiférions pas sur l'adaptation de la société au vieillissement, que nous n'adoptions pas cette loi ou que nous en adoptions une autre. En fait, vous souhaiteriez que le président François Hollande ne puisse pas tenir un des engagements importants de 2012 et que cette loi ne soit pas adoptée dans le quinquennat. Je peux le comprendre, remarquez, au regard du quinquennat précédent. Et je vais vous faire quelques citations. 31 décembre 2009, à l'occasion des vœux de Nicolas Sarkozy, il dit « En 2010, il va nous falloir relever le défi de la dépendance qui sera dans les décennies à venir l'un des problèmes les plus douloureux auxquels nos familles seront confrontées. » Jusque-là, nous partageons. En juillet 2010, Nicolas Sarkozy, interviewé à France 2, dit « Nous organiserons le financement de la dépendance. Ce problème sera résolu dans l'année 2011. » En février 2011, à l'émission Parole de Français sur TF1, Nicolas Sarkozy dit « C'est un engagement. Après avoir réformé les retraites et garanti le revenu des retraités, je souhaite que nous réformions la dépendance. » Certes, nous étions déjà en février 2011 et il n'en a pas eu le temps. Nous en avons pris le temps, nous le faisons, nous la voterons et j'appelle l'ensemble de l'Assemblée à rejeter cette motion de rejet. Merci Madame la Ministre. Nous en venons aux explications de vote et la parole pour le groupe socialiste, républicain et citoyen est à Madame Claire Géaud. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. L'opposition nous propose de ne pas légiférer aujourd'hui. Je pense que nos concitoyens apprécieront. Les députés du groupe socialiste, républicain et citoyen voteront contre cette motion de rejet préalable. Tout simplement parce que, contrairement à ce que soutient l'opposition, il y a bien lieu de délibérer maintenant sur la datation de notre société au vieillissement. Il y a même urgence pour enfin anticiper les évolutions de la société et relever le formidable défi de l'allongement de l'espérance de vie. Et il y a urgence à en tirer toutes les conséquences et donc à adapter nos politiques publiques. Avec ce projet, nous pouvons prouver à nos concitoyens que la loi est en phase avec ce qu'ils vivent et qu'elle sait les accompagner pour préparer l'avenir. Avec ce projet, nous pouvons aborder le vieillissement de manière positive pour toute la société et adopter, comme le rappelle le Conseil économique, social et environnemental dans son avis de mars 2014, un changement de regard sur le vieillissement. Adopter cette motion de rejet préalable, c'est donc expliquer aux Français qu'il n'y a pas lieu de débattre du vieillissement et de la perte d'autonomie, qu'il n'y a pas besoin de légiférer et de se préparer, alors qu'en 2020, un Français sur 4 aura plus de 60 ans. Adopter cette motion de rejet préalable, ce serait différer de bonnes décisions aujourd'hui pour en prendre de mauvaises demain sous la contrainte. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette motion. Je vous remercie. Merci Madame Claire Géaud. Je mets donc... Vous demandez la parole sur les explications de vote. Il n'y avait pas eu d'inscription. Madame de la Raudière. Madame Calénec, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Juste, nous allons commencer l'examen de ce projet de loi. Je pense qu'il ne faut pas les uns et les autres que nous nous caricaturions. À aucun moment, Bérengère Poletti n'a dit qu'il ne fallait pas légiférer sur une loi d'adaptation de la société au vieillissement. En revanche, une motion de rejet, c'est comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, le rejet de ce texte-là. Et c'est bien normal, nous sommes dans l'opposition. Et comme l'a rappelé très justement notre collègue Bérengère Poletti, il y a des dispositifs et des articles qui, pour nous, vont dans le bon sens, et nous serons capables de les voter. En revanche, il reste dans ce texte, en deuxième lecture, des articles qui ne nous conviennent pas. Je pense en particulier, elle l'a développé, on aura l'occasion d'en échanger, à l'article 32 bis qui pose des difficultés. Donc je pense qu'on est là, en effet, pour aller jusqu'au bout de ce texte. Ce que nous déplorons, c'est que financièrement, ça ne suit pas. Et c'est là toute l'ambiguïté. Nous vous annonçons, et c'est ce que vient de dire notre collègue, ou vous nous annoncez plutôt un autre texte pour répondre aux interrogations qu'on a les uns et les autres, y compris localement, y compris dans les conseils départementaux, sur le financement. On est en train de voter une loi et vous nous annoncez déjà une autre loi. Pourquoi ne profitons pas de ce moment, de ces heures que nous allons passer ensemble, alors qu'on a déjà passé du temps en première lecture à l'Assemblée, au Sénat? Pourquoi ne profitons pas de ce temps pour aller jusqu'au bout
et de répondre en effet à la question lancinante du reste à charge et du financement pour les départements. C'est en ça qu'on attire votre attention, c'est en ça qu'on votera, pour ce qui nous concerne les Républicains, cette motion de rejet. Et je répète, sans être caricaturé, parce qu'il y a des bonnes choses dans cette loi, on aura l'occasion de le dire les uns et les autres, mais en revanche, il ne faut pas leurrer les Français. Le problème du financement se pose toujours, et la première remarque de notre collègue est, d'un mon point de vue, juste. Qu'est-ce qui relève de la responsabilité individuelle et qu'est-ce qui relève de la solidarité nationale? Il faut absolument qu'on réponde collectivement à cette question. Merci Madame Le Callennec. Je vais donc mettre aux voix la motion de rejet préalable. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? La motion n'est pas adoptée. J'ai reçu de Monsieur